Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 23e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec du coup Lounès et Guillaume. Malheureusement, Fanny et John ne seront pas là. Alors pour nos sujets, on a trois gros sujets principaux. Le premier, ça va être une analyse un petit peu des portefeuilles Lightning et à quel point ils sont résistants à la censure. C'est un tweet de Ghost Nakadai. Si vous connaissez pas, il est assez connu dans l'industrie. Et il les a tous différenciés. Il s'est dit, si jamais demain un État décide de vraiment attaquer Lightning, parce que Bitcoin, on en parle souvent, mais Lightning, quel portefeuille pourrait sauter? Donc, on va un peu discuter de ça. Deuxième sujet, ce sera probablement sur du minage avec un article de Steven Barbon qui en fait fait le contrepoint des mines de minage géantes. Donc il y a des gens qui rassemblent littéralement des milliers de machines, des centaines de milliers de machines au même endroit, principalement aux US. L'idée c'est de voir si c'est vraiment positif pour l'écosystème, le grid, et un peu plus faire l'avocat du diable contre ces méga mines, comme ils les appellent. Et finalement, le troisième sujet, ce sera une performance de synchronisation des nœuds Bitcoin réalisée par JSON Loop. Donc là, l'idée, c'est de se dire, si Bitcoin doit être décentralisé, tout le monde doit pouvoir être capable de faire tourner un nœud. Donc, qu'est-ce que ça coûte de synchroniser un nœud? Combien de temps ça prend? Quelle machine peut le faire tourner? Est-ce que ça s'améliore ou ça se dégrade à travers le temps depuis notre timestamp grossit? Grosso modo, c'est nos trois sujets. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager le podcast si vous voulez bien. Et je pense qu'on va tout de suite commencer, hein. Euh, les gars, je propose qu'on commence tout de suite avec Lightning, si ça vous va. C'est le premier que j'ai dit dans le récap. Je sais pas si vous êtes OK là-dessus. Allez. Donc, l'idée de ce tweet, Lounès, si tu pourrais le mettre dans le space, ça peut être cool. C'est simplement une image à Yes. la base. C'est une image du coup qui différencie les portefeuilles en quatre catégories. Du coup, vraiment débutant à gauche, qui sont les custodiales, Lightning Wallet, donc du style Wallet of Satoshi. On sait que ça tourne sur Amazon. Il y a le Chivo, on sait que ça tourne. On ne sait pas où ça tourne, mais on sait que ça tourne dans les mains du gouvernement, etc. En haut à droite, intermédiaire, non custodial. Là, il a mis Blue Wallet Phoenix. En bas à gauche, c'est tout ce qui va être Node Lightning. Donc là, il y aura du Breeze, il y aura du Éclair. Et enfin, niveau Advanced, donc ce que je considère qui sera plus anti-censure, ce sera vraiment les gestionnaires de nœuds avec Zap, Ride the Lightning, Thunder Hub, donc vraiment Umbrel, on va dire. C'est un peu près le récap. Alors, il n'y a pas plus à dire sur cette image, hein. La question, c'était plus à quel point c'est réaliste qu'un État puisse arrêter ces types de portefeuilles et qu'est-ce qu'on devrait pousser l'industrie à adopter. Je sais pas si Luna, tu as peut-être eu le temps un petit peu de creuser là-dessus. Et si tu veux donner tes premières impressions, après je rebondirai. Ouais, je peux juste préciser un petit truc d'abord, c'est que Blue Wallet, il est précisé dans les custodios et non custodios parce que de base, par défaut, pour les débutants, c'est custodial qui utilisent leur nœud. Par contre, il est possible d'utiliser le propre back-end sur ton Umbrel, par exemple, ou une implémentation. Mm. Attends, tant que tu fais les parenthèses, moi j'ai une question, c'est pourquoi Bitcoin Beach, qui est un shared custodial, est vraiment considéré comme custodial? Et moi, enfin, tu penses qu'il est au bon endroit ou pas? Bitcoin Beach, bah, ça reste custodial, quoi. Mais je connais pas ce wallet-là pour préciser, vraiment. Ok. Mais oui, du coup, pour revenir à ta question, pour moi, les wallets custodiaux, c'est bien au début quand tu veux pas te prendre la tête, quand tu veux pas te prendre la tête. Mais c'est sûr qu'au niveau résistance à la censure, c'est vraiment zéro parce qu'il y a vraiment une boîte derrière, Blue Wallet, il y a des développeurs, il y a des gens qui font tourner un nœud. Si l'État veut réquisitionner tous les fonds de tous les utilisateurs qui utilisent le Blue Wallet, c'est carrément possible. Et par rapport à ça, donc ça je comprends bien. Par contre, moi, j'avais une question un peu plus technique par rapport à Wallet of Satoshi, dans le sens où, ok, l'équipe pourrait prendre les fonds, et donc si on va dans les bureaux, on peut arrêter les créateurs. Par contre, si l'État veut pas passer par les bureaux et directement attaquer, par exemple, AWS qui fait tourner tout ça, est-ce qu'il pourrait voler les fonds ou pas? Bah, enfin, je ne sais pas. Bah oui, je suppose que. Parce que, enfin, je sais pas comment la team de Wallet of Satoshi fonctionne, mais théoriquement, les clés privées, elles doivent être sur le serveur pour que tout tourne bien. Donc, ça doit tout être sur de AWS et je pense que ce serait possible de réquisitionner les serveurs et voler les fonds. Après, je dis peut-être une bêtise, mais Ouais, ouais. Voilà, c'est là où on aurait bien aimé avoir John. Parce que c'est lui qui avait creusé le sujet.
Et, et du coup, en fait, en regardant ce graphe, je me dis, Breeze, c'est un peu la solution parfaite pour un débutant, parce que c'est vachement facile d'accès, et en même temps, Breeze ou c'est Phoenix, plus. moi je penche plus pour Phoenix, la solution d'A5, pour niveau facilité d'utilisation, comme fonctionnalité, etc. Je préfère largement Phoenix. Et puis c'est aussi eux qui sont, en fait, ils développent leur implémentation de nœuds exprès, enfin presque exprès pour Phoenix. En fait, on en a parlé la semaine dernière, leur vision un petit peu, eux, de leur implémentation Lightning, c'est vraiment se focaliser sur les, les, euh, les wallets mobiles plutôt que les gros nœuds de routage comme le fait LND. Donc ils se focalisent vraiment sur les wallets mobiles, du coup ils développent leur truc dans cet aspect-là, et c'est ce qu'ils utilisent dans Phoenix. Parce que Phoenix, c'est vraiment le truc parfait du monde social. Et, comme je le rappelle, dans Phoenix, c'est l'application fait tourner le nœud et gère la liquidité. C'est pas le panneau, le nœud Lightning. Et comparé à Eclair, qui était leur première tentative de wallet, il y a vraiment une grosse différence? Bah, en fait, je sais pas exactement comment ça s'est déroulé, mais ils ont d'abord sorti Eclair et ça fonctionnait pas comme ils voulaient, c'était pas assez performant, tout ça. Et donc, du coup, ils ont décidé comme il y avait beaucoup trop de changements à faire à la base du code, et ils ont décidé de partir directement sur un nouveau wallet complètement différent, Phoenix. Parce que j'ai jamais utilisé Eclair, mais il me semble que les deux sont assez différents. Parce que Eclair permet vachement plus de gérer ses liquidités, ses canaux, etc. soi-même. Alors que Phoenix le fait tout seul en arrière-plan. Donc du coup, Eclair est destiné à des gens qui se connaissent et veulent gérer eux-mêmes leur depuis leur téléphone. Alors que Phoenix, c'est vraiment plus pour les gens qui veulent juste un wallet sur la tête, qui gèrent tout seul. Ok, ok. Et dernière question, tout ce qui est Ride the Lightning et Sender Hub, donc qui sont les applications dans Umbrel, là en gros, si tu veux être arrêté, comme Umbrel dirige rien et que c'est toi qui le self-host, il faut qu'ils arrivent directement chez toi avec un mandat de perquisition. Et à partir de là, ils ont quand même besoin de ton mot de passe, ou ils peuvent simplement prendre ton Umbrel et avoir accès au fond. Théoriquement, dans l'état actuel des choses, ils peuvent prendre le Numbrail et avoir accès à l'ensemble des fonds, oui. Parce que, je le disais aussi la dernière fois, mais on dirait peut-être pas avec toute l'attraction qu'Umbrel a eu, mais c'est quand même encore en bêta. Et dans notre bêta, on fait des hypothèses sur certains points de sécurité, comme par exemple que le réseau local est sécurisé, qu'il n'y a pas d'attaque physique, etc. On fait ces hypothèses-là pour accélérer le développement, réussir à sortir plus de trucs, tout ça. Et avant de sortir une première version officielle, quoi, la 1.0, et ben, tout ça, ça sera résolu. Il y aura le chiffrage du disque dur, ce genre de mesures pour justement contrer l'attaque physique et l'attaque directe du réseau local. Mais en l'état actuel des choses, oui, c'est problématique si quelqu'un pirate, enfin, a accès à votre réseau local chez vous, ou alors un accès direct. Ok, 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 cool. Guillaume, je sais pas si tu veux parler de ce sujet. Après, sinon, on peut direct aller sur le minage. Ce sujet, on est désolé, il est un petit peu creuse parce que bah, nos deux experts qui sont Fanny et John ne sont pas vraiment là à cause de maladies et de contretemps. Euh, donc bon, ce sera pour une prochaine fois ce gros thème. Ouais, bah moi, j'ai deux questions pour essayer de stimuler un peu la discussion. Et, Vas-y. et je pense que la deuxième va arriver à la suite de votre réponse. Mais du coup, la première, c'est par rapport au tweet. Donc, le tweet disait on va voir qui c'est qui pourrait survivre à des sanctions. J'imagine que ça fait référence à des sanctions de type ce qui est en train de se passer avec les États-Unis et la Russie. Donc, la question, c'est est-ce que même pour des wallets non custodiales, comme Phoenix, etc., mais qui fournissent malgré tout un service non négligeable à l'ensemble de l'infrastructure Lightning. Qu'est-ce qui se passe si demain, bon voilà, ils peuvent pas voler les fonds, mais ils peuvent juste embêter ces entreprises-là au point où ça met suffisamment de problèmes sur le réseau Lightning pour l'empêcher de fonctionner. Ouais, ça,
je sais pas, ça reviendrait à embêter les concepteurs de Thor pour le Dark Knight. C'est pas forcément. Après, je sais pas s'ils iraient jusqu'à là, mais je pense pas qu'ils attaqueraient les wallets Monkey Studio. Enfin, Et par Après, exemple, enfin, ouais, qu'est-ce qui se vas-y. passe si, par exemple, le gouvernement français décide de rush les bureaux de Phoenix, par exemple, de A5, même s'ils ne peuvent pas voler les fonds, il y a sûrement moyen de faire pas mal de dégâts, non? Ou alors vraiment pas du tout. bah, moi, Bah, elle est bien ta question. ouais, juste dans le cas de Phoenix, il faut savoir que Phoenix utilise le concept de nœud trampoline. Donc, du coup, en fait, tous les nœuds des wallets Phoenix sont connectés à leur gros nœud d'A5 qui, lui, gère la recherche de routes, etc., pour les paiements. Du coup, c'est sûr que si ils se font raider et que leur nœud est plus opérable, ça va poser des problèmes pour les utilisateurs. Ils pourront plus transacter parce ils seraient plus connectés au réseau via le trampoline d'A5. Après, ça ne veut pas dire perdre de fonds. Ça veut dire que si le nœud est down, au bout d'un moment, tu peux fermer tous les channels et puis tu peux récupérer tes fonds on-chain. Mais ça veut dire que ça opère plus. Donc, Ouais. ça serait suffisant pour significativement disrupter le réseau Lightning. Disrupter le Ouais. réseau, non. Disrupter le réseau, non, parce que les wallets Phoenix ne font pas du tout de routage. Et, embêter les gens qui utilisent Phoenix, c'est pas bon. Mais attends, du coup, moi j'ai une question. On avait vu dans un entonnoir, il y a des stats qui montrent qu'en gros, si tu retires les 10 plus gros hubs, enfin donc nœuds de routage, ça va faire fail beaucoup plus de paiements, il y aura beaucoup plus de latence parce que énormément des paiements vont vers les mêmes nœuds de routage. Si le gouvernement, on prend la thèse de Guillaume, il se décide d'attaquer à 5, il va fermer leur nœud de routage, qui est le plus gros du réseau. De la même Oui, mais façon, il y a une attaque un peu plus coordonnée, on pourrait couper quand même un certain nombre, voire un très gros pourcentage des nœuds les plus importants. À quel point ça nous renverrait dans le temps et se dire finalement on a perdu énormément bah, d'efficacité. un réseau, ça se reconstruit. Si un jour il y a plusieurs gros nœuds qui tombent, chacun théoriquement récupère ses fonds du côté des canaux. Ils peuvent très bien se réouvrir des canaux avec d'autres gros nœuds plus entre eux. C'est- Ce serait un problème que sur le court terme, quoi. Il y aura plus de gros de routage, enfin, plus ceux qui sont fermés du coup, mais il y en a d'autres qui pourront se former, ou alors du coup, peut-être que ça permettra aux gens de se rendre compte que Lightning est un peu trop centralisé autour de gros de routage, et du coup, dans l'ouverture de leurs nouveaux canaux, et ben, ils feraient des choix un peu plus sains pour le réseau. Vas-y, Et il y random, tu a... veux prendre la parole. Ouais, Je voilà. suis désolé. Ouais, moi, j'allais dire, ce serait bête de leur part d'attaquer des gros nœuds comme ça, justement, du réseau, puisque ça forcerait les gens à faire leurs propres nœuds, et c'est un peu comme si tu tapes dans la ruche et qu'après, t'as toutes les abeilles qui sortent, quoi. Bah, Ouais, mais du c'est coup, vrai, c'est ce que je disais, parce que du coup, si tu tapes dans les gros nœuds de routage, après les gens, ils vont s'en rendre compte et ils vont essayer de passer moins par des gros nœuds de routage, et du coup, au final, ça leur retombera dessus, quoi. Enfin, Bah, ça fera limite, pas ce serait demandé d'avoir une attaque comme ça sur le réseau pour que les gens se responsabilisent, quoi. bah, Ouais, il appelez-moi quand tu veux, on s'arrange. faut aussi penser que l'État, du coup, c'est plus dur pour lui. Enfin, en gros, là, moi, j'ai une notion que j'aime bien dans Bitcoin, c'est toujours la confiscabilité. À quel point c'est facile d'attaquer. Tu vois, quand on va parler des méga fermes, et tout un d'arguments à faire face à quel point c'est facile d'envoyer l'armée dans une ferme de minage. Et ben là, avec des nœuds de routage, ils ont un intérêt à ce que A5, une société française, ait énormément de liquidités et soit très centrale, parce que plus tard, enfin, même s'il y a une logique ou pas, même si c'est s'envoyer une balle dans le pied, ils savent qu'ils peuvent aller à un endroit. Si jamais il n'y a plus A5 et qu'on se retrouve tous à avoir plein de canaux, c'est beaucoup plus chiant pour eux. Donc moi, je vois mal pourquoi ils attaqueraient A5, tu vois. Juste s'ils réfléchissent 2 minutes, ils se diraient, on le laisse, au pire, un jour, on enverra l'armée et on prendra le contrôle, plutôt qu'essayer de l'arrêter. Vas-y, Guillaume. Après, ils réfléchissent pas forcément tout le temps entre nous. Souvent, ils font des actions sur eux. Parce que peut-être regarde toutes les sanctions économiques à la Russie, au final, ça va leur retomber dessus. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet, ça.
Guillaume, tu avais un truc à dire, sinon on bouge sur le sujet sur les minages. Bah, du coup, là, on s'est juste un tout petit peu éloigné du sujet en parlant des nodes, alors que de base, c'était plus sur les applications. Et moi, c'était vraiment là-dessus ma première question, les applications, parce que finalement, aujourd'hui, je pense que 90% de l'activité sur Lightning, elle se fait via des applications. Et donc, c'était plus ça ma question. Et du coup, la deuxième question, qui est plus finalement une remarque, et c'est toujours le même paradoxe. euh, qu'il y a dans la crypto, qu'il y a dans le monde entier par rapport à l'open source, c'est que si la solution, c'est que les gens fassent tourner leurs propres nœuds, c'est qu'ils utilisent des solutions open source, du coup, en contrepartie, bah, tous ces business, toutes ces entreprises-là qui ont des applications, comment elles peuvent se rémunérer? Et donc, on revient toujours un peu dans ce paradoxe où, pour faire grossir l'adoption, il faut que des entreprises créent des solutions qui sont simples à utiliser et se rémunèrent en échange. Par contre, ça crée toujours des points de centralisation et donc c'est toujours un peu le même problème. Voilà, c'était juste pour faire une petite réflexion là-dessus. Ouais, en effet, on arrive toujours un peu au même problème. Mais je pense que c'est pour ça que Bitcoin est unique et que la décentralisation ou la distribution, comme le réseau Bitcoin, n'est pas facile et n'arrivera probablement plus sur les altcoins. Changement de Bah, sujet, ah, minage. Ah, vas-y. non, non, je croyais. Ok, super. Donc, sujet numéro 2, parce qu'on essaie de garder quand même les spaces sous un temps un peu minimum. On va parler de l'éléphant, enfin l'éléphant dans la pièce quand on parle des grids électriques et donc des mineurs. Donc, c'est un article que Lounès nous a mis, a mis en commentaire et il a été écrit par Steve Barbeau. Pour ceux qui ne connaissent pas, il crée de l'équipement de minage. Euh, pour faire simple, je pense que Guillaume pourra en donner plus de conseils. En gros, pour résumer cet article, l'idée c'est que on va toujours vous dire que Bitcoin c'est bien pour le grid électronique parce que ça va permettre de manger le surplus et ça va permettre de pouvoir compenser quand il y a trop d'énergie ou pas assez d'énergie. Donc, vous le savez, la journée, le soir, on utilise plus ou moins. Et lui, il fait des remarques en disant que finalement, ces méga grids qui sont en train de se développer aux US, donc avec par exemple Riot Blockchain qui a un énorme hub avec plus de 750 mégawatts, grosso modo, pour vous donner une idée, c'est 120 000 machines. Donc c'est immense. Et il dit que ces hubs, ils sont pas forcément bien pour quatre raisons. Si je devais rapidement les faire, après on ira plus en détail sûrement. C'est déjà, ça ne favorise pas du tout à la décentralisation. Donc ça fait que c'est très facile à attaquer. Et donc il y a un problème de régulation, que ça règle pas le problème du grid finalement, c'est juste un patch. Et que ça peut être en soi pas très efficace. Et il y a peut-être des solutions plus efficaces. Donc c'est principalement sa thèse pour dire que lui, il est bullish sur ces méga mines, mais il est un petit peu sceptique que ça pourrait être un problème pour le long terme. Euh, Guillaume, je pense que tu es l'expert un peu minage ici. Je sais pas si tu as beaucoup plus de commentaires à dire et qu'est-ce que tu en penses de cet article? Ah, bah, écoute, t'as fait un super résumé. Steve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un de super actif dans l'écosystème minage. Euh, il est aussi lié à Upstream Data qui fait du off-grid mining. Donc, c'est pas la personne la plus objective par rapport aux grosses fermes de minage, mais ça reste quelqu'un d'extrêmement respecté. Et, euh, et cet article, en fait, c'est un point important à faire parce que voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui arrive à voir le problème potentiel avec les gigafermes de minage qui sont en train de se créer aux États-Unis. C'est pas compliqué à voir le problème. Par contre, il va un peu plus en détail dans finalement le narratif qui a permis l'émergence de ces gigafermes et pourquoi en fait c'est pas le paradigme le plus efficient pour le minage de Bitcoin en général. Donc comme tu l'as dit, euh, la première raison, c'est que, et ça c'est pas tellement lié aux fermes de minage en général, c'est juste que euh, pour faire super simple, au fur et à mesure que l'électricité euh, prend de la distance par rapport au point de génération, au plus on perd de l'efficience. C'est-à-dire que si à la centrale de gaz vous produisez 100, plus vous vous éloignez, plus vous allez perdre
de cette puissance au fil du temps. Et donc, euh, le fait d'avoir des fermes de minage qui sont sur la grid, mais qui sont éloignées de ces points de production, ça fait que ça rend euh, globalement le système pas super efficient par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Et donc, il explique que voilà, aujourd'hui, une ferme, parce qu'il prend l'exemple de Whinstone, qui est la ferme de Riot au Texas, il estime que voilà, par rapport aux différents points de génération, ils perdent entre 15 et 20% d'efficience, ce qui sur 750 mégawatts, ça fait quand même beaucoup. Et il explique que finalement, euh, ça serait plus bénéfique pour les fermes d'avoir une multitude de plus petites fermes qui sont réparties directement au point de production pour éviter ces pertes de transmission qui, selon lui, qui sont pas nécessaires finalement. Donc ça, c'est le premier point qui est, moi, je trouve, c'est super important. Euh, le deuxième, il explique que finalement, le narratif autour du grid balancing qu'on a abordé plusieurs fois ici, euh, finalement, c'est un jeu dangereux auquel jouent les mineurs parce que, d'une part, ça les force finalement à rentrer dans un système de coopération avec le gouvernement où, en fait, ils font l'équivalent d'un all-in au poker sur cette opportunité-là. Et si demain elle disparaît ou plus probablement elle est régulée, eh ben, ils vont se retrouver, ils vont avoir des gros problèmes et ils vont être susceptibles d'être corrompus. La deuxième chose, c'est que ce narratif qu'on avance souvent autour du, de la grid, voilà, pour la rendre plus efficace, de régler un peu ces problèmes qui sont liés aux énergies renouvelables, il explique que bah oui, c'est bien, oui, ça marche, mais c'est pas ça qui va régler le problème pour les grids électriques. Et il explique que finalement, le problème, ça vient de la génération d'énergie qui est solaire et, comment on dit, le vent? Julian. Éolienne, ouais. Et il explique qu'en fait, c'est propre à ces systèmes-là de génération qui sont par définition inefficients. Le vent souffle pas tout le temps, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et donc, il dit qu'on devrait plutôt se concentrer sur de la génération électrique qui est reliable. Donc, lui, évidemment, c'est un grand fan du pétrole et du shale gas, etc. C'est un point de vue qui peut être valable. Et évidemment, il reste aussi le nucléaire euh, comme solution qui est un petit peu plus sérieuse dans le temps. Et voilà, dernièrement, le quatrième point, bon, bah, celui-là, c'est évidemment que ces fermes de Bitcoin, ça devient des cibles super faciles pour les gouvernements, mais il aborde un point euh, qu'on qu'on n'aborde pas forcément, et c'est qu'en fait, en créant des fermes aussi grosses et en étant un petit peu à la merci des États, finalement, il y a presque un incentive pour ces grosses fermes, en fait, à se faire réguler pour se créer, en anglais, c'est regulatory moat, donc c'est presque enfin, une barrière à l'entrée pour les autres mineurs. C'est-à-dire que, euh, vu qu'ils sont gigantesques, ça serait dans leur intérêt de réguler l'industrie pour que tous leurs concurrents plus petits, bah, ça devienne plus profitable pour eux de miner et finalement qu'ils augmentent encore leur part de marché. Et donc, c'est une menace de plus pour le minage. Et j'ai trouvé ce dernier point super intéressant. Voilà, c'était tout pour le récap. Yes, nickel. Ouais, le dernier point super intéressant, il dit en plus, il joue avec les règles des personnes qui impriment l'argent et créent les règles du monde fiat. En mode, finalement, en essayant d'être super régulé, en essayant d'aller vers des green labels et d'être tout comme il faut bien, ils rentrent dans le jeu, en fait, du système fiat avec l'impression monétaire facile. Enfin, c'est intéressant. Il y avait une stat vachement cool, c'est en gros les 120 000 machines de Riot, pour vous donner une idée, du coup, c'est 225 000 maisons individuelles, si chaque maison avait un petit appareil de mining. Et c'est toujours l'idée, est-ce qu'on peut confisquer ou pas?
C'est se dire que pour aller attaquer, mettre une licence, emmerder 225 000 maisons, c'est impossible. Par contre, aller emmerder un géant entrepôt, beaucoup plus simple. Et un dernier point qu'il avait dit que j'avais noté, c'était qu'est-ce qui se serait passé si la Chine n'avait pas fait l'erreur de simplement bannir le Bitcoin, mais avait confisqué les machines. Chose assez vraie qu'on n'avait jamais pensé ou que j'avais pas pensé, c'est que la Chine, en fait, ils ont fait une erreur stratégique militaire incroyable. Au lieu d'aller avec leur pouvoir militaire confisquer toutes les machines de minage et une fois qu'ils auraient réglé un petit peu leur problème énergétique d'eau, rebrancher tout, ils ont laissé tout le monde partir avec toutes les machines. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour eux de capturer ça si jamais ils voulaient vraiment arrêter Bitcoin. Et en fait, peut-être que, enfin, il extrapole ou j'extrapole pour lui, que peut-être qu'aux US, ils feront pas la même erreur. C'est-à-dire que si un jour les US demain décident d'attaquer le minage, ça c'est complètement débattable, est-ce qu'ils vont pas simplement prendre les machines ou est-ce qu'ils vont laisser tout le monde se barrer avec les machines dans d'autres juridictions, style El Salvador, beaucoup plus friendly. Et je trouvais ce point assez intéressant. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler. Lounès, je sais pas si tu as un petit point de vue par rapport à ça ou Guillaume. Moi, je veux juste dire que, comme d'habitude, il faut fuir au maximum la centralisation et avoir un seul entrepôt avec énormément de machines. Ce serait jamais bon sur tous les points. À part, évidemment, bah, pour la grosse boîte, c'est plus simple à gérer, un seul entrepôt. À part pour la boîte, quoi. Mais pour le réseau, ça apporte vraiment rien de bon. Ouais, par rapport Et, à la boîte et l'économie d'échelle, le mec disait, en gros, un entrepôt au lieu de plein d'entrepôts, comme Guillaume disait, plus proche des sources énergétiques, ce qui serait peut-être plus rentable. Ça devient moins rentable si tu prends l'économie d'échelle qu'ils auront, si tu prends les assurances, si tu prends le maintien, la sécurité des sites. oui. Donc c'est toujours ça qui doit être pris en compte, comme d'hab. Bah, déjà, rien que construire une centaine de petits sites, ça vaut bien plus cher que construire un gros site. Donc, rien qu'à ce niveau-là. C'est ça qui est beau aussi avec l'économie de marché, c'est que, euh, comme j'ai dit, aujourd'hui, la majorité des mineurs qui sont listés en bourse, et qui sont au Texas, etc., ils jouent cette carte du programme avec ERCOT, du load balancing pour la grid. Ils jouent cette carte à fond. Mais du coup, ça veut dire que ça laisse le terrain libre à d'autres mineurs de grossir. Alors même si ça ne sera pas aussi rapidement que certains de ces mineurs au Texas, ça leur laisse une opportunité de faire autrement. Et aujourd'hui, il y a des mineurs comme Mawson, comme Cathedra Mining, par exemple, qui, eux, se sont spécialisés dans des conteneurs modulables, donc qui sont super rapides à déployer, pas très chers à construire, et qu'on peut mettre directement au point de génération, et qui sont en train de scale de cette manière. Et donc, même si, bon, effectivement, vous avez 100% raison sur ce que vous avez dit, on peut espérer que dans le futur, bah, il y a d'autres opportunités qui vont se développer et qui vont venir un peu compenser tout ça. Il y a de la place pour tout le monde, en gros. Mais ça, pour moi, cette solution de container facile à déployer, etc., c'est vraiment une bonne solution parce que ça permettrait aux producteurs d'énergie, si je sais pas, si quelqu'un qui a du gaz au fond de son jardin, ça peut, ce que tu veux, de pouvoir juste en installer un facilement et générer directement sur place du Bitcoin et du coup ne pas gaspiller, laisser cette énergie aller à la poubelle. Et ça, c'est la solution. Après, on a aussi la solution du home mining, mais c'est moins. Enfin, Bah, pour moi, le home mining, ça restera toujours insignifiant par rapport aux grosses boîtes. Tu ne veux pas concurrencer des boîtes qui peuvent mettre 300 000 machines dans un même entrepôt avec du home mining. ouais, justement, le mec apporte un argument. Alors, j'ai pas très bien compris si l'argument, il le disait par rapport à plein de sites ou au mining, mais on peut le mettre sur le mining, c'est-à-dire si le marchand d'énergie offrait un service qui permettait d'avoir le prix réel de l'électricité en temps direct pour ceux qui ont des machines de minage, tu pourrais réussir finalement à se dire, quand il y a un surplus dans le grid, au lieu que ça soit une grosse ferme qui prenne tout, ils ont une sorte de logiciel de service grand public où tous les gens qui ont du home mining disent je reçois l'offre du nouveau prix instantanément, j'accepte ou j'accepte pas. Bon, évidemment, c'est l'algorithme dans la machine qui le décide. Et au moment où le prix s'actualise en direct, hop, la machine arrête. Donc en fait, c'est se dire, de la même façon que s'il y a du surplus, ils disent à Riot, vas-y, prends-le. C'est créer l'outil qui permet de dire à tout le réseau en même temps, il y a du surplus, prenez-le si vous voulez. Et vraiment avoir un truc où c'est pas tu payes ton électricité à un prix fixe, mais faire
un vrai prix variable de l'électricité global pour tout le monde, avec peut-être un plafond pour ceux qui ont des contrats ou ceux qui veulent pas. Mais tu serais libre de dire, moi, je veux 100% du variable, quitte à payer des fois littéralement un quand il y a trop de surplus, et par contre, des fois, couper mes machines parce que je sais que j'ai pas envie de payer 100 parce que j'ai pas de contrat fixe. Et en fait, cet outil semblerait, il n'existe pas, ou moi, je n'en ai jamais entendu parler, moi, de ma vie, enfin, ou en pratique. Mais si tu as ça, du home mining pour chauffer ta maison, ou même pour faire autre chose, ça devient complètement logique. Je sais pas, Guillaume, c'était ça ou j'avais mal compris du tout? Non, non, tu as parfaitement expliqué et tu as bien fait parce que j'avais oublié de le mentionner. C'est vraiment une idée super intéressante. Après, en pratique, ça a l'air un peu complexe. Mais bon, dans 10, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée viable. Après, moi, je vois qu'un seul problème potentiel. C'est que contractuellement, actuellement, les mineurs qui travaillent avec ERCOT, ils sont obligés de shutdown quand ERCOT leur demande. Si demain tu mets ça en place pour des mineurs à la maison, il y a deux solutions. Soit tu fais un contrat où tu estimes que les gens vont agir de manière éthique et ils vont shutdown quand on leur demande. Sauf qu'on sait tous les deux que ça risque d'être compliqué. Donc la deuxième solution, c'est que ça soit géré directement par le software en question. Et donc ça fait naître un problème assez compliqué où une entité quasi gouvernementale aurait la possibilité de shutdown ta machine et des centaines de milliers de machines. Donc voilà, on, on spécule sur le futur, mais c'est juste un problème potentiel. Mais sinon, l'idée est giga intéressante. Je me pensais, ça pourrait aussi dox les gens qui font du mining anonyme. Dans l'idée, si on pourrait, enfin, tu fais du minage anonyme, ou pas anonyme, mais peu importe, bref, tu le dis pas. Si jamais tu as un contrat spécifique qui donne ça, t'es un peu niqué. Random, j'ai envie de te donner la parole, mais juste après, Kripsou, pour ceux qui connaîtraient pas, a récemment mis des tweets. Il a fait lui-même un caisson anti-son de minage à domicile, si j'ai bien compris. Donc, je serais très chaud d'avoir ton expérience, Kripsou, sur est-ce que c'était facile de monter, est-ce que tu mines chez toi, enfin, si tu as envie de nous dire, hein. Mais c'est quoi un petit peu les décibels que tu as et nous parler un peu de ton expérience? On en avait parlé Ouais, sur Twitter, donc je te laisse la parole après. juste pour ajouter, au-delà de ça, ça fait un certain temps qu'ils se renseignent vachement sur l'achat d'une centrale en France ou alentour pour faire un collectif de ils s'y connaissent assez vachement l'image. Vas-y, Randall. Ouais, moi je voulais revenir sur comment dire quand on parlait de comment dire de deux pays qui pouvaient justement attaquer avec le minage, etc. Et El Salvador, ça peut toujours être aussi un vecteur d'attaque parce que justement ils peuvent essayer de d'attirer les gens en disant oui voilà on est friendly avec Bitcoin, etc. Et du jour au lendemain ça reste un État. Le mec il peut choper tout le monde, mettre tout le monde en prison puisque personne ne consent à son attaque, etc. quoi. Ouais, je pense que le mieux calé, ce sera Seb, parce que là, il est sur place et je pense qu'il a, enfin, aura là pour lui, il a peut-être eu le contrat, donc il pourra nous le dire. Mais c'est le même problème que les obligations. C'est toujours le même problème. C'est quand tu donnes de l'argent à un État ou quand tu te mets, quand tu crées ton entreprise dans un lieu, tu as toujours ce risque de confiscation. Et ça, on pourra jamais le retirer. C'est pour ça que les pays qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont un meilleur terreau pour les entrepreneurs, parce qu'ils ont une garantie de ne pas se faire voler leurs fonds. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Après, on n'a jamais vraiment de solution. Tu vas me dire tout le monde devrait miner anonymement partout dans le monde, mais c'est pas très réaliste à l'échelle où Bitcoin deviendrait la monnaie du monde et qui est un combat géopolitique du minage. Kripsou, vas-y, je te laisse la parole. Oui, merci. C'était juste pour rajouter un petit point peut-être qui allait dans le sens de ce qui venait d'être dit, que je trouvais extrêmement intéressant justement pour le home mining. Donc effectivement, il faut mettre de côté que en faisant ça, on se fait doxer, hein. Je suis complètement d'accord et ça reste réel. Par contre, l'idée d'un contrat variable avec le producteur d'électricité pour profiter justement des moments ou de la journée ou de la nuit où il y a moins de demande d'énergie et donc de faire tourner nos machines. À ce moment-là, je la trouve très intéressante. Peut-être qu'elle serait faisable avec justement ce qu'il y a maintenant, tout ce qui est Linky, etc., plutôt facilement. Mais surtout, le point supplémentaire, c'était le nouveau mineur d'Intel qui arrivait sur le marché. A priori, il serait vendu en tant que hardware et non plus en fonction du cours du BTC, ce qui, si ça s'avère réel, sera très intéressant aussi pour le home mining. C'est-à-dire que là, on est à une échelle
où n'importe quel particulier peut accéder à une machine, la mettre chez lui à un tarif hardware, donc beaucoup plus cohérent qu'aujourd'hui le prix d'achat des machines. Et donc voilà, c'était pour ajouter ça. Je ne sais pas du tout si ça va s'avérer vrai ou si les revendeurs vont s'accaparer le marché et revendre pareil à 10 000 dollars pièce c'est les machines en question, mais ça peut donner de l'eau au moulin. Voilà. Ouais. Pour le premier point, moi, je vais demander, il n'y a pas déjà un système comme ça avec les heures creuses, dans la nuit, je paye moins parce qu'il y a il y a moins de demandes. Et du coup, vous parlez plutôt d'un contrat avec un peu le même système que les heures creuses, mais plutôt basé sur les surplus, c'est ça? Je pense que c'est complètement faisable, oui, justement. Il y a même maintenant des contrats complètement variables. Il y a même eu des histoires parce que des gens se sont fait avoir récemment. Il y a des producteurs, enfin pas des producteurs, des revendeurs d'énergie qui achètent au tarif gros, etc. Et il y a des gens qui ont pris des contrats où le tarif d'énergie évolue avec le marché. Et ils sont complètement fait avoir en ce moment. Mais donc ça veut quand même dire que ce type de contrat variable entre nuit et jour, en dehors des heures creuses, heures pleines, serait, j'imagine, complètement faisable avec l'opérateur qui décide lui-même de shut down tes machines ou trucs comme ça. Je pense que c'est faisable. Mais après, je ne suis pas technique dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est des bonnes idées. Je trouve que c'est des très, très bonnes idées, effectivement. Et moi, personnellement, je suis un gros promoteur du home mining et je pense que c'est une très, très bonne solution pour la décentralisation du réseau et du mining. Les grandes fermes que l'on voit, tous les dangers que vous avez évoqués sont réels. Aussi bien l'incentive on l'a vu, hein, ils ont commencé à faire un concile pour parler entre eux. Au début, ça aurait presque pu mal tourner. Aujourd'hui, il pourrait se faire shutdown par les gouvernements assez facilement. Donc, ça reste, on va dire, c'est pas un gros danger pour Bitcoin parce que si toutes les machines sont shutdown, enfin, le hash rate va se recalculer et ce sera pas un problème. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il vaut mieux éviter, dans tous les cas. Ouais, ouais, on est complètement d'accord là-dessus. Et par contre, au niveau du prix du miner Intel, j'ai un gros doute sur le prix qui soit fixé et pas évolutif en fonction du marché. Si tout le monde se jette dessus, ça bougera comme avec les cartes graphiques. Ouais, Guillaume. Bon, en fait, c'est juste un problème avec les journalistes qui ont report ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quasiment zéro info sur la machine Intel. Et toutes les infos qu'on a, ça sort d'une présentation de Grid. Donc, il y a un mineur qui est pas encore listé, mais qui va être listé en bourse prochainement. Et donc, en fait, ce morceau de slide, il dit que Grid, eux, ils ont secure pendant les 4 prochaines années 25% du supply que Intel va produire au prix manufacturer. Ça ne veut pas dire que ça sera disponible pour tout le monde. Et en fait, quand les gens disent que ce sera 50% moins cher parce qu'un S19, ça vaut 10K et la machine d'Intel vaudrait quasiment 2 fois moins, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un Riot ou un Marathon qui achète un S19, vu qu'ils en achètent en bulk, en fait, qui font des orders gigantesques, les machines, ils les achètent pas à 10K, ils les achètent quasiment à 3K. Donc en fait, ça reviendra exactement au même pour les mineurs. Et Bah, c'est un peu, enfin, c'est pas la réalité, quoi. C'est-à-dire le prix restera le même, et c'est le marché qui décide. Alors, ouais, ouais, je veux juste te dire, encore une fois, c'est vraiment le mec tout seul qui veut acheter sa machine, il va vraiment payer plus cher, alors que les grosses entreprises qui ont les moyens, qui achètent par dizaines de milliers, ils ont des bons prix et du coup, ils peuvent se le permettre. Ouais. Alors, juste, effectivement, ça vient juste d'une slide. Par contre, la slide, elle dit pas exactement, enfin, en tout cas, moi, Guillaume, j'ai pas lu exactement la même chose que toi. La slide, elle dit que le prix de vente de la machine, alors la deuxième, pas la première, c'était un bêta-test, hein, mais de la première, on va dire, créée et vendue à grande échelle, le prix de vente sera enfin, au prix d'un hardware. Ça veut dire qu'ils vont prendre leur 30% sur ce qu'ils ont fait, ou leurs 40% ou leurs 50% sur les coûts de fabrication, leur marge, mais en tout cas, que ce ne serait pas indexé au prix du Bitcoin. Et c'est bien indiqué clairement, vendu, non indexé au prix du Bitcoin. Et ça change
beaucoup de choses quand même. Après, je suis d'accord avec toi, c'est un marché. Ça veut dire que s'il y a des revendeurs qui sont capables d'acheter des grandes quantités et de, on va dire, cannibaliser le marché, après, ils pourront revendre de nouveau au prix du Bitcoin, etc. Mais dans l'absolu, pour Intel, en tout cas, eux, ils le vendront comme une machine avec une marge et pas au prix du Bitcoin, contrairement à Bitmain, contrairement à tous les autres actuellement. Bah écoute, de toute façon, pour l'instant, on ne sait pas, donc enfin, ça sert à rien de spéculer plus loin. Oui, c'est Moi, je vrai. pense que voilà, dans tous les cas, enfin, je vois pas un monde en fait où c'est pas le marché qui décide les prix. Après, voilà, je pense vraiment que ça a quelque chose à faire avec des deals qui ont été faits avec les grosses fermes de minage. Et je pense que pour retail, ça sera toujours pareil. Après, si c'est effectivement ce que tu es en train de dire, bah, ça serait très bien, mais en fait, j'ai du mal à voir comment c'est économiquement viable. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Bah, économiquement viable, il y a encore quelques temps, une machine, c'était son prix, hein, 2000 euros, et encore même moins de certaines. C'est le prix où on l'a payé neuve. Donc, quand ils la vendent la même maintenant, 4000, 6000, 8000, etc., c'est bien que c'est pas le prix de la machine, c'est pas leur prix de fabrication plus marge. La marge à 2000 euros, ils l'avons déjà. Après, il y a aussi toutes les histoires de shortage de microcomposants, etc. non dans l'histoire avec le Covid, tout ça, de la supply chain. Enfin, c'est pas que avec le prix du Bitcoin. Oui, c'est complètement dans l'équation, je suis d'accord. Mais ça explique pas du x3. Ça explique les retards. Ça explique que quand on commande une machine, elle met 6 mois à arriver au lieu de 2 mois. Mais ça explique pas le coût à lui seul. C'est vraiment parce que c'est indexé au prix du Bitcoin depuis toujours. Hein. C'est pas nouveau non plus. Hein. Mais à En fait, voir. quand on dit indexé, c'est pas, enfin, pour les gens qui nous écoutent, c'est indexé parce que, enfin, c'est le marché, quoi. C'est parce que quand le prix du Bitcoin monte, il y a plus de gens qui veulent acheter des ASIC et donc le prix monte. C'est pas contractuel. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et voilà, c'est pas automatique. Alors, oui, c'est un marché. Après, c'est un marché dans tous les cas qui est à flux tendu. Mais il y a quand même quelque chose qui est à peu près constant depuis presque toujours, sauf celle qu'on achetait directement au constructeur. C'est le seul cas où c'était pas où on pouvait sortir de cette équation-là. Mais sinon, globalement, les machines chez les revendeurs euh, ont toujours été vendues à peu près 1 an de ROI estimé au moment de l'achat. Ça veut dire que ta machine, tu regardes si elle fait 0,2 Bitcoin par an au moment de l'achat, sans aucune projection d'augmentation de hash rate, etc. Mais au moment de l'achat, elle est prévue pour faire 0,2 Bitcoin par an. Bah, tu regardes le prix de 0,2 Bitcoin et elle va être vendue autour de ce prix-là. Alors, c'est pas 1 an, c'est peut-être 10 mois pour certains, jusqu'à 12 mois ou même 18 mois en cas de flux très tendu, mais c'est à peu près cette idée-là. Sauf les machines qui étaient vendues directement par les fabricants. Là, sur leur site, on pouvait des fois en prendre quelques petites quantités moins chères. Mais donc, tu dis que c'est un marché, c'est parce que c'est un marché à flux tendu qui se permettait ce genre de choses. Ok, c'est super intéressant. En tout cas, ouais, pour les viewers, sachez que bah, aujourd'hui, donc c'est très cher, mais que de la même façon, quand on était au fond du bear market en 2018, c'était pas très cher. Donc, je vous dis pas d'acheter ou pas acheter, je dis juste que c'est un marché qui bouge beaucoup et c'est aussi volatile que Bitcoin, les machines ASIC. Si quelqu'un a une dernière remarque, allez-y. Sinon, merci beaucoup, Kritsu, pour tes retours et ton expérience. Et je vous propose d'aller sur le sujet 3, si c'est OK pour vous tous. C'est OK. Par contre, c'est CryptoSou. C'est C'est pas crypto. CryptoSou. Respecte. J- Désolé, ouais, mais enfin, vous connaissez ma force de dire les noms faux, tout simplement, de changer les noms de tout le monde.
Bref, allez. Sujet numéro 3, on va parler de nœuds et de synchronisation des nœuds avec un article donc de Jason Loop qui est bon, allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jason Loop, c'est le CTO de Casa, c'est un cypherpunk qui est très présent sur l'industrie, il fait beaucoup de crash tests ou de tests aussi bien sur tester des clés métalliques, des synchronisations de blockchain. Bref, c'est un mec qui pèse dans le game et il nous a fait un article où il a fait un test, il s'est amusé à resynchroniser toutes les anciennes versions de Bitcoin aujourd'hui. Et en fait, il se posait la question, est-ce que aujourd'hui, c'est plus long ou moins long, plus efficace ou moins efficace de resynchroniser toute notre timestamp. Vu qu'en gros, pour tous ceux qui seraient un peu moins techniques, notre blockchain grossit constamment, simplement parce que il y a plus de blocs toutes les 10 minutes avec plus de transactions. Donc forcément, on pourrait s'attendre à ce que ça prenne plus de temps à synchroniser, un petit peu comme on pourrait dire, voilà, enfin ça grossit, donc c'est plus long. Il s'avère qu'en fait, spoiler alert, non. Après ces tests, il s'est rendu compte que amélioration par amélioration, version de Bitcoin Core par version de Bitcoin Core, c'est toujours plus rapide de synchroniser. Donc ça fait qu'il y a une vraie optimisation en fait dans les patchs qui sont développés, ce qui est vachement bullish parce que du coup ça prouve la thèse numéro un, on va dire, des Bitcoiners, qui est que le Bitcoin Core doit être facilement téléchargeable partout dans le monde, même avec pas beaucoup d'internet, avec des machines pas très grosses. Voilà. Donc en fait, cet article est sympa parce que ça va nous permettre de parler des nœuds. Après, en lui-même, il n'y avait pas énormément à dire. On peut noter que l'adoption de Segwit, c'est quasiment maintenant 80% des transactions. Petite stat un peu sympa. Et pareil, toutes les transactions avec plus de 50 inputs depuis la sortie de Segwit sont majoritairement faites avec Segwit. Donc les transactions legacy avec plus de 50 inputs sont en constante baisse. Voilà. Alors, je sais pas, Lounès, toi, t'as aussi pas mal regardé l'article, si tu as un truc à rajouter ou à dire. Et sinon, une petite discussion sur les nœuds que je vous invite à faire, si ça vous va. Ouais, Jameson, c'est un peu son truc. Il fait souvent, enfin, au moins une fois par an, des tests de synchronisation. Il regarde le temps que ça passe, en fonction des nouveaux blocs, etc. Et ouais, là, du coup, il s'est décidé à essayer de faire un comparatif de toutes les versions. Donc, du coup, pendant un mois, avec chaque version, avec 15 versions de Bitcoin Core, donc il a eu sur 8.6. Et bon, il a tout resynchronisé. Et du coup, bah, on voit bien l'évolution. C'est vraiment flagrant, c'est de plus en plus rapide. Je vous ai mis le petit graphe dans dans les tweets. Et ouais, tu disais, c'est vachement. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est critique, parce qu'en vrai, ça, c'est juste. C'est pas forcément la simplicité de vérification, mais c'est surtout le temps. Donc en vrai, quand tu as du temps, tu peux toujours synchroniser la chaîne. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, il y a eu plein d'améliorations au niveau de la validation des blocs qui ont été faites. Donc, on peut faire plus vite qu'on fasse cher, on va pas dire de plus que ça. Ouais, Ouais, c'était pour savoir si la plupart des améliorations, justement, bah, tu sais, qui ont été portées sur, comment dire, ouais, télécharger la chaîne un peu plus vite, c'est du protocole réseau ou c'est vraiment de la gestion sur, comment dire, tu sais, le disque dur, la manière dont on va faire la blockchain, enfin, la manière dont on va l'enregistrer, quoi. ouais, aussi, c'est surtout ça, il me semble. C'est au niveau du code, des outils de code, de validation de signature, etc., qui ont été. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Ok. Ouais, bon, voilà. On avoue que ce sujet, bon, c'est parce que les stats c'était intéressant et c'est important de comprendre que Bitcoin bouge dans la bonne direction. Ce serait emmerdant si c'était vraiment plus compliqué, ce qui était d'ailleurs l'assumption de base de Jameson. Donc en fait, lui en 2019, il a mis un tweet en disant qu'il pensait pas que Bitcoin pourrait être optimisé davantage, enfin du moins la synchronisation pouvait être optimisée davantage, et donc il était très bearish. Et finalement, aujourd'hui, il revient 3 ans après en disant j'ai eu tort et je ne vois aucune raison pour qu'on ne continuerait pas à s'améliorer constamment. Et pour ceux qui sont techniques, les améliorations, ça a été
une amélioration sur la courbe. Alors le ECDSA, je sais plus c'est quoi exactement. Et le deuxième truc, c'était le GLV endamorphisme. Bref, des termes que j'oublie, ça voulait dire quoi, mais si ça peut vous aider à votre compréhension, tant mieux. Vas-y, Guillaume. Ouais. Non, en fait, juste pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet et pour élargir un tout petit peu, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément à fond dans le terrier du lapin, euh, ça montre juste en fait l'importance d'avoir une taille de bloc limitée. Et parce que c'est le problème aujourd'hui qu'ont la plupart des blockchains qui sont en concurrence avec Bitcoin, c'est que même nous aujourd'hui, comme l'a dit Roxy, la taille de la blockchain elle augmente constamment et donc ça nécessite avec le temps de plus en plus de ressources computationnelles pour faire tourner notre Bitcoin, ce qui la rend potentiellement de moins en moins accessible. Et donc si c'est moins accessible, par définition, ça réduit la décentralisation du réseau Bitcoin. Et donc, ça montre bien l'importance d'avoir une taille de bloc limitée pour limiter la taille et finalement la charge qu'on impose aux gens qui font tourner le réseau Bitcoin. Et donc, c'est vachement important de se faire cette réflexion quand vous voyez d'autres projets. Ben, ouais, le plus connu, évidemment, c'est Bitcoin Cash qui a augmenté la taille des blocs et pour qui aujourd'hui faire tourner une node, euh, c'est c'est ridicule. Mais surtout, vous avez d'autres blockchains comme Solana, par exemple qui là nécessite carrément des serveurs qui coûtent 10 000 dollars. Et on dit pas ça parce qu'on est critique de Bitcoin, c'est une réalité aujourd'hui. Euh, il faut vraiment un serveur qui coûte 10 000 dollars et énormément de coûts de maintenance par an pour faire tourner la blockchain Solana. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a des blocs qui durent 10 minutes, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui augmente l'accessibilité du réseau Bitcoin, parce que même les gens qui ont des connexions un petit peu difficiles, qui ont la latence, etc., dans des locations un peu remote dans le monde, ça leur permet quand même de se synchroniser au réseau Bitcoin dans un temps raisonnable, alors que par exemple, sur Solana, vu que les blocs durent, je sais plus combien, 5 secondes ou 10 secondes, ça demande une latence et une puissance de calcul qui est beaucoup plus importante, et donc ça réduit encore drastiquement le nombre de personnes qui peuvent participer au réseau. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir ce genre d'analyse qui nous montre que on est capable, même si la taille de la blockchain augmente, on est quand même capable de réduire un petit peu cette charge sur les utilisateurs, et donc c'est super positif. Ouais, exactement, 100% d'accord. Et si on pense à tout ce que représente un nœud, on peut aussi se poser la question sur est-ce que le maintenir, c'est coûteux, c'est chiant en énergie et en connaissance. Et clairement, pour tous ceux qui ont un Umbrel chez eux ou qui suivent un peu Bitcoin, tu le synchronises facilement, ça coûte pas très cher et après, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire, ça tourne bien, c'est stable, tu as zéro maintenance, c'est accessible à tout le monde. Je suis l'un des gars les moins techniques sûrement de ce chat et je suis capable d'avoir un nœud. Par contre, de ce que je comprends, même les gens techniques, même John Unchained et tous les autres gens qui sont quand même assez bons dans tout ce qui est réseau, galèrent à faire tourner des nœuds Ethereum s'ils y arrivent. Et même ça, c'est pas forcément des full nœuds comme on aimerait avoir sur Bitcoin. Donc voilà, vous savez qu'on est tous un peu maximalistes ici et qu'on radote. Mais il n'empêche que le simple fait que même si tu arrives à faire tourner un nœud, après c'est le bordel pour le maintenir parce que ça va grossir de 200 gigas tous les 2 mois. Enfin, c'est vraiment un monde d'écart. Et si le premier point de notre décentralisation, c'est les nœuds parce que c'est la validation sans point central et sans censure possible, euh, bah c'est très bullish les petits rapports comme ça qu'on voit une fois tous les 2 ans de Jason Loop. Je sais pas si CryptoSout a un truc à dire et si quelqu'un veut parler, n'hésitez surtout pas, c'est en bas à gauche. Faites gaffe, si personne parle, je vais faire un instant pub. Hein. Vous me connaissez. J'hésite pas à balancer des likes, partages, aller sur le site e-commerce, merci au Patreon. Ne me laissez pas l'occasion de le faire. Bon, bah, personne ne veut parler, donc je pense que ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet et qu'on est bon pour aujourd'hui. De toute façon, ça fait 1 heure qu'on parle, donc je pense que je vais me permettre de clôturer, sauf si l'un de vous a d'un coup une envie folle de parler. Du coup, vas-y. J'aimerais qu'au prochain Space, il y ait le retour des 5 fantastiques. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 absents. La semaine dernière, c'était Non, mais moi. il y a Fanis là. Non, c'était moi aussi.
Voilà, Non, il faut que la semaine prochaine, on soit 5. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. il y a Ah, j'ai quelqu'un. un truc aussi pour Ouais. vous. J'ai fait un groupe francophone sur Session. C'est une appli qui est résistant à la censure et anonyme pour envoyer des messages. Du coup, vous pouvez m'envoyer un message sur Session et je vous inviterai, enfin, je vous ajouterai automatiquement au groupe. Il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Ok, Super. nickel. Et ouais, non, bah John est malheureusement malade. Et Fanny, je pense qu'il est en train de faire de la maintenance sur ce nœud Solana aux dernières Maintenant, nouvelles. regarde, il écoute, il y a le compte Twitter de Solana France. C'est son deuxième compte, il me semble. Ah ouais, Il, est- ok. il avait juste envie de parler. Bon, bah tant pis. Allez les amis, je vais couper ici. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce 23e épisode. Merci beaucoup à Guillaume, Cryptosou, Random comme d'hab et Lounès. Vous pourrez retrouver, bah, vous l'avez déjà écouté, mais sinon c'est sur tous les réseaux, tous les podcasts. Merci de liker, partager. Merci au Patreon. Si vous voulez passer par le e-commerce pour acheter des trucs cool, style des block-meat, style les nœuds de Silex, des trucs comme ça, bah, n'hésitez pas. Moi je gagne des sats et ça permet de faire vivre le projet. Donc vous perdez des sats et moi j'en gagne. Ça m'arrange. Et sinon, je vous fais plein de bisous. Allez, à la semaine prochaine et merci d'être là. Salut. Et allez l'OM! Allez le LOSC. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.